Salut et bienvenue sur Cybermatique pour ce podcast de février 2025. Donc on va parler de ce qui s'est passé en ce début d'année, là, sur le mois de janvier, l'occasion d'échanger avec la communauté, toujours. Clémence, voix off, Salut, salut! toujours avec moi, ça fait plaisir. Merci de m'accorder cette petite demi-heure de ton temps pour qu'on puisse échanger sur plein de sujets tech, sur plein de sujets Microsoft, et puis d'autres, on verra. Peut-être qu'elle aura envie de dériver sur d'autres sujets. Donc il y en a plein en ce moment au niveau tech, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Donc ce sera en fonction de son humeur et de sa bonne volonté. J'ai toujours droit à ma question secrète à la fin. Et elle a toujours le droit à sa question secrète. Donc est-ce qu'on sera sur le même registre que la dernière fois ou pas? Ça sera la surprise de la fin du podcast. Donc restez jusqu'au bout, parce qu'en fait la question secrète qui sera complètement hors sujet, elle ne vient qu'à la fin du podcast. Ok, alors ça ne devrait pas être très long, une demi-heure, donc il faut tenir jusqu'au bout, s'abonner à la chaîne, lâcher les petits pouces, les commentaires, comme d'habitude, et rester jusqu'au bout. Super sympa si vous voulez voir la question secrète. On peut attaquer. Alors, quelles sont les nouveautés marquantes niveau Microsoft en janvier 2025? Alors, nouveauté marquante, c'est un grand mot pour ce mois-ci. Il n'y a rien d'extraordinaire au niveau Microsoft. En tout cas, pas sur les logiciels un peu classiques. Moi, j'en ai vu quelques-unes quand même, des nouveautés. Alors, dans Outlook, on va parler copilote, mais en même temps, Microsoft ne fait que parler de copilote en ce moment. Ce sera l'objet de ce qu'on se dira plus tard d'ailleurs, mais peu importe. Donc, encore du copilote, bien sûr. Dans Outlook, copilote a été pas mal remanié. Donc pour Copilot Outlook, rappel, il faut avoir une licence Copilot Pro. Ce n'est pas les licences de base. Donc si on a Copilot Pro, on a Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Et dans Outlook, effectivement, Copilot n'était pas super bien mis, on ne savait pas trop où est-ce qu'il fallait cliquer. Et là, pour le coup, ils ont vraiment fait un petit onglet Copilot très sympa à utiliser qui permet de le consulter plus facilement. Donc quand on fait de la rédaction de mail, il est plus accessible. Donc moi j'aime beaucoup ce nouveau petit design Copilot. Alors tout le monde n'en profitera pas, parce que tout le monde n'a pas Copilot Pro. En tout cas, si vous l'avez, clairement, ça c'est un petit truc qui faisait plaisir. Deuxième petite nouveauté que j'ai bien aimé voir arriver, c'est le nouveau contrôle de tableau dans Power Apps. Donc là on est déjà dans la technique, on est déjà dans Power Apps Studio, donc on n'est pas vraiment sur la petite innovation qui fera plaisir au plus grand nombre. Non, par contre, quand on développe de la Power Apps, ça fait plaisir. On a une vue tableau de nos éléments qui est très très bien faite, avec un écran qui permet directement de l'importer, d'avoir la galerie qui est précisément mise, et des formulaires qui répondent bien avec ce tableau, la possibilité de le trier, et tout ça sans code, sans s'embêter avec des grosses formules. Donc quand on démarre sur Power Apps, avoir ce tableau qui est en place et qui nous permet de travailler, franchement, c'est une super inno dans Power Apps, et ça fait plaisir de l'avoir débarqué sur le soft. Ok, donc ça c'était les nouveaux tech Microsoft, mais de manière tech de côté général, quelles sont les nouveautés pour ce mois de janvier 2025? Alors, je suis quand même plutôt d'un naturel enthousiaste en général, quand il s'agit de parler de tech, de technologie en général. Mais là, j'ai un petit coup de gueule à passer. J'en ai ras-le-bol qu'on me parle d'IA. J'en ai marre qu'on me parle d'IA. Quand on parle de technologie, quand on parle de développement, en ce moment, la seule chose que tout le monde a à la bouche, intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est top, j'utilise au quotidien, on ne crache pas dans la soupe. C'est vraiment trop bien l'IA, ça permet de développer plus facilement, de créer les outils plus rapidement. Quand c'est bien intégré dans nos outils, donc le cas de Gemini et Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, même ChatGPT en soi, c'est absolument génial, il n'y a pas de débat. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre en fait en ce moment. On a l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre que de l'IA. Quand on écoute, j'ai écouté une conférence, une petite conférence Microsoft ce mois-ci sur la Power Platform. Et ça faisait une bonne année que je l'avais pas écouté, j'avais pas pu y participer. Donc c'est vraiment Microsoft qui l'administre. Et en fait, ils ont parlé de Dynamics et de Copilot. Uniquement de Dynamics et de Copilot. Moi, je voulais du Power Apps, je voulais du Power Automate, je voulais des choses simples, des choses qui sont accessibles, que je pourrais utiliser tout de suite. Et à la place de ça, vous pouvez mettre Copilot dans Dynamics, vous pouvez mettre Copilot dans Power Apps. En fait, c'est juste parce que tout le monde cherche, quoi. Il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas l'IA, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas Copilot, et on est aussi, je pense, assez nombreux à juste vouloir utiliser correctement nos outils du quotidien et à les voir évoluer. Donc avoir une belle évolution de Power Apps, de Power BI qui soit rendue facile, qu'on puisse facilement jouer avec tous ces outils-là. Et en ce moment, la moindre conférence qu'on a de chez Microsoft, c'est pour nous parler de Copilot, quoi.
Je ne sais pas si quelqu'un de Microsoft regardera ce podcast, ça me ferait très plaisir d'ailleurs, avoir l'occasion d'échanger avec vous. Je pense même que chez Microsoft, il y a des dissensions sur le sujet, hein. J'ai eu oui, il y a des bruits de couloir comme quoi une partie des ingénieurs Microsoft, on a un peu ras le cul d'entendre parler de Copilot. Mais juste réaxer un peu votre com sur les autres outils qui ont fait votre succès. Je veux dire, vous avez Azure DevOps dans lequel on peut faire des applications, vous avez Word, Excel, PowerPoint qui sont des trucs indéboulonnables. Teams, Outlook, Power BI, Power Apps, vous avez des outils qui sont magnifiques. Remettez-le un peu au devant de la scène. On a besoin que vous parliez d'autre chose que de Copilot. Bon voilà, passez le coup de gueule. Effectivement, niveau IA, ça bouge dans tous les sens. Il y a l'arrivée de l'IA chinoise qui a foutu un bazar monstrueux au niveau de la tech, qui a un petit peu réveillé les Américains qui étaient solo. J'ai essayé DeepSeek pour voir, en fait. J'ai réussi à l'essayer, essayer une version. C'est vrai que c'est assez bluffant de se dire qu'ils ont réussi à refaire ça en si peu de temps. Donc ça, c'était quand même plutôt cool. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait de la concurrence comme ça permet de dynamiter un peu le système en place. Les Américains qui étaient un petit peu tout seuls sur le sujet, nous en Europe, on essayait de faire des petits trucs par-ci par-là. Les Chinois sont arrivés en force, ils ont pété le truc. Et du coup, eh ben, les IA vont peut-être évoluer plus vite encore plus vite que ces dernières années et être peut-être aussi, et j'espère, plus accessible au plus grand nombre. Parce que les IA aujourd'hui, on entend beaucoup parler, mais à part les développeurs ou les gens qui sont un peu geeks comme moi que vous avez en face de votre caméra, bah, les gens on voit pas trop la couleur de l'IA. Et moi, mon espoir avec c'est un peu cet affrontement qu'on a entre Chine et Amérique, c'est que bah, les IA arrivent à être utilisées par le plus grand nombre de personnes, parce que ça peut faciliter la vie à plein de gens. Donc pour moi, c'est vraiment... l'arrivée des Chinois sur le marché va sûrement nous aider à travailler mieux avec les IA. Alors même si j'attends toujours des innovations logicielles à côté. On l'aura compris par rapport à ce que j'ai dit au début. Ok, on a parlé des nouveautés dans le monde. Et pour Cybermatic, qu'est-ce qui a été un peu dur en janvier? Il y a eu pas mal de trucs durs en janvier, alors, et pas du tout là où je l'attendais. Déjà, je crois que le mois dernier, c'était déjà ce que je disais. Ça a été compliqué, mais pas où je l'attendais. Moi, j'ai eu deux trucs qui m'ont pas mal embêté ce mois-ci. Alors, il y en a un, si vous faites du Power Automate, si vous en faites beaucoup et que vous développez du Power Automate, Microsoft a, par défaut, fait en sorte qu'on ne puisse pas redémarrer une exécution qui avait raté. Donc c'est le flow rerun pour l'anglicisme. Sauf que ça, quand on développe, le fait de pouvoir redémarrer un flux qu'on avait enclenché, notamment quand on rajoute quelque chose dans une liste SharePoint, c'est un truc qui est hyper utile. C'est vraiment super utile. Et du coup, bah forcément, moi je développe mon automate comme d'habitude. Au moment de relancer le flux, bah, je vois que je suis bloqué avec un petit panneau rouge. Il faut le réactiver. Assez vite, hein, ça fait le tour sur LinkedIn. Hein. Si vous êtes dans des communautés Power Apps LinkedIn, vous avez forcément vu des posts qui disent pour réactiver le rerun, il faut agir dans le tenant. Et Microsoft a été très mauvais en communication là-dessus, parce que du coup, on a tous un peu tombé dans le dur, quoi. On exécute notre Power Automate et boum, l'automate ne marche plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le réactiver quand on est administrateur Power Platform. Alors si vous n'êtes pas administrateur Power Platform, vous ne pourrez pas le réactiver facilement. Il faudra taper à la bonne porte pour qu'ils vous le remettent. Mais c'est un paramètre qui est actif au niveau de l'organisation. C'est pas juste vous sur votre environnement. Au niveau de l'organisation, il faut réactiver la soumission des flux. Il y a deux manières de le faire, une simple et une compliquée. Alors là, c'est la compliquée qui a été communiquée en premier avec du PowerShell. Il faut rentrer sur le tenant, lancer plein de petites lignes de code. Donc c'est la méthode la moins facile. Mais on peut également aller dans les stratégies du tenant, donc du tenant de l'organisation, et réactiver le rerun. Et ça marche super bien pour le coup, il faut juste savoir où c'est, et on réactive l'option, et notamment pour des besoins de développement, c'est quand même cool de l'avoir. Mais du coup, voilà, la communication de Microsoft n'a pas été top, ils nous ont coupé ça du jour au lendemain, et on a réussi assez vite à le réactiver, donc plus de peur que de mal, sauf pour les gens qui n'ont pas accès à leurs admins. C'est le seul truc. Un deuxième petit truc qui m'a un petit peu crispé, j'ai une application qui a été supprimée en fait sur un environnement. Une application que j'avais fait sur l'environnement par défaut, très mauvaise pratique. Si on peut, on évite bien sûr de faire notre application dans un environnement par défaut. Mais là, j'avais pas le choix, voilà, donc l'application a été faite sur l'environnement par défaut et elle a été shootée, cette application. Et en fait, l'occasion de me rappeler que la récupération d'une application ou d'un automate n'est pas simple.
Alors, c'est pas moi qui l'ai fait pour le coup, il y avait une administration, heureusement, qui permettait de le faire. Pour le coup, par contre, je l'ai retesté moi-même, hein, l'opération de restauration d'une application. Encore une fois, c'est du PowerShell. Il faut aller dans le PowerShell, sur le tenant, trouver l'application, la restaurer. Donc, un peu dur comme démarche. J'adorerais que Microsoft nous mette à dispo une petite corbeille dans le centre d'admin. On voit les applications désactivées, qu'on puisse remettre sur le tenant facilement. Clairement, une petite requête là-dessus pour éviter d'aller dans le PowerShell, faire appel à des admins, tout ce genre d'opération qui est un peu compliqué. Donc voilà, j'aimerais voir ça arriver très très clairement. Et après, sur un angle pas tech, pour le coup, pour des choses qui ne sont pas vraiment technologiques, j'ai eu 2-3 demandes de collaboration sur le mois, que j'aurais préféré presque ne pas avoir en fait. C'est toujours assez surprenant de voir et de comparer l'éthique que vont avoir certaines personnes, certaines entreprises, quand il s'agit de travailler, de faire du business à business, du B2B, quoi. On demande de l'exclusivité, on dit que les prix sont trop élevés, qu'il faut baisser. Sachant que c'est pas des gens que j'avais prospectés. Encore quand, si moi je prospecte, que j'appelle quelqu'un en disant Dimitri Bouimbo, Cyberbatic, on peut faire une formation ensemble. J'accepte en fait que dans la mesure où je prospecte, je me fasse challenger à juste mesure. Jusque-là, entre guillemets, c'est le jeu de l'offre et de la demande, effectivement. Je prospecte, j'accepte de m'adapter. Mais là, c'est même pas des gens que je sollicite. Des gens qui ont des besoins formation d'IA. Et là, boum, il faut que tu nous donnes l'exclusivité sur mon business et sur mes régions. Mais d'où tu m'appelles, tu me demandes de donner une exclusivité sur des régions. Bah, tu penses bien que ça va bloquer, c'est pas possible, sachant que je travaille déjà dans les régions où tu opères. J'ai aucune raison de te donner une exclusivité. Donc j'ai eu ça, j'ai eu un coup sur les prix, donc une agence de formation qui m'appelle pour faire de la formation Power Up, ça se passe très bien, sauf au moment de signer le devis, quoi. Le temps de préparation, il est trop long, le prix, il est trop long, je suis en SAS, je suis pour micro-entreprise, du coup il y a la facturation de la TVA, ça pose problème. Et du coup à la fin, c'est des gens, presque, il faudrait travailler pour la moitié de notre prix pour eux, alors que une fois de plus, alors que moi je les ai pas réclamés, je les ai pas demandés. Donc, en fait, j'aimerais bien avoir un peu d'éthique. Juste un peu d'éthique. Sachant qu'en plus, je suis quand même plutôt méfiant en général. Quand je connais pas, je suis quand même plutôt d'un naturel méfiant. Je mets ceinture, bretelles et tout ce qui va bien avant de travailler. Parce que voilà, c'est ma façon d'être. Mais du coup, quand on vient me gratouiller sur ces sujets-là, forcément, voilà, je suis encore un peu plus méfiant. Donc voilà, non. Après, dans la pratique, surtout quand on est solo, hein, quand on est en freelance, il ne faut pas accepter n'importe quoi à n'importe quel prix, hein. C'est un petit peu la leçon que j'en tire. Quand on demande de l'exclu, quand on demande de baisser les prix à plus de 40 ou 50%, bah, c'est là que les warnings doivent s'allumer. On allume les warnings, on essaye de négocier, mais on n'y passe pas non plus notre vie, 3-4 mails. La personne, elle est opaque, on finit bons amis et tout va bien. D'ailleurs, je ne nommerai même pas dans cette vidéo les interlocuteurs avec qui j'ai eu ces discussions, et il n'y a strictement aucun intérêt, on est tous dans le même bateau, on a tous envie de bosser. Mais voilà, il faut juste être prudent en freelance. On peut avoir des demandes qui émergent qui sont à la limite du pas très raisonnable. Donc, et ça, c'est un peu dur à gérer. Effectivement, j'ai un petit peu de mal à réagir, en tout cas à chaud, surtout qu'il y en a eu plusieurs. Quand il n'y en a qu'une, ça va, quand il y en a plusieurs, ah, ça gratte. Je trouve ton discours un peu dur. C'est parce que tu as le choix du roi et que tu n'es pas en manque de clients, mais beaucoup de freelances pourraient accepter, même en réduisant ses prix, certaines missions. Quand on parle de réduction... Alors, oui, le discours est sûrement dur. Le discours est sûrement un peu dur. Je le conçois. Je suis même pas sûr qu'on mettra tout dans la vidéo, au final, on verra. Mais est-ce que j'ai le choix du roi? Oui, j'ai de la visibilité. J'ai 1 ou 2 mois de visibilité sur le boulot. Certes, ça donne le choix. C'est plus confortable. Je pense que c'est plus confortable. Mais ce ne sera pas confortable tout le temps. En ce moment, j'ai de la chance, j'ai du boulot. Il n'y a rien qui me dit que dans 6 mois, je ne serai pas en galère, en fait. Donc, à ce moment-là, peut-être que je ferai des concessions plus fortes que celles que je peux faire aujourd'hui, certes. Mais ça n'enlève pas le côté éthique de l'histoire. Je pense que ça n'enlève pas le côté éthique de l'histoire qu'on ne peut pas tout accepter à n'importe quel prix. Et les exemples que je donne, c'est des exemples qui m'ont marqué, parce que faire une ristourne de 20% sur mes prix, j'ai aucun problème.
Franchement, 20%, on me demande 20%. D'ailleurs, si tous les gens me regardent, ils vont dire cool, Dimitri, pour 20%, on arrive à le pigeonner. Mais non, des restos, on a 10, 15, 20%, ça me pose aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Si le projet est cool, que les gens sont sympas et qu'on peut faire une bonne équipe, une bonne team, un bon projet, j'ai aucun problème à baisser mes prix. Par contre, là, je parle d'exemples qui sont extrêmes. On parle de bosser pour la moitié en fait du tarif qui serait le mien d'habitude. C'est la crise pour tout le monde dans le monde. Même si j'ai pour l'instant du boulot, je suis pas prêt à bosser pour la moitié de mon prix tout de suite. Et après, sur la partie exclusivité, peut-être que c'est aussi un peu dur comme démarche, mais une fois de plus, je ne l'ai pas fait tout seul. Quand j'ai fait le choix, en fait, que j'ai trouvé que la relation était peut-être un peu déraisonnable, j'ai pas fait mon choix tout seul. J'ai le document qu'on m'a fourni, je me suis aidé d'un juriste en fait. C'est pas juste Dimitri qui vient se dire ça a pas l'air bien, ça me plaît pas. Je me suis dit peut-être que justement, c'est exactement ce que tu dis, Clémence. Je me suis dit peut-être que c'est juste moi qui ai un système de valeurs trop rigide, peut-être que j'ai trop le choix du roi et que c'est quelque chose qui est tout à fait classique en fait. Et je me suis pas enfermé dans ma propre logique, donc j'ai vu un juriste, je lui ai soumis le document, je lui ai demandé ce qu'il en pensait, et il est arrivé sur les mêmes conclusions que moi, que pour une prestation qui n'avait pas démarré, sur le fait qu'on n'ait aucune opération commune ensemble, signer un contrat d'exclusivité de cette nature n'était pas raisonnable. Donc peut-être que c'est dur, mais je pense que les demandes qui m'ont été faites étaient plus indécentes que mon propre raisonnement. Ouais, sinon, qu'est-ce que tu as aimé faire en janvier? Ah, on passe enfin sur des choses positives, il en faut quand même. C'est vrai que le début de la vidéo était peut-être un petit peu monotone au final. On verra comment on fait le truc. Je me suis lancé, alors je vais faire plein d'infidélités à Microsoft dans les mois qui viennent. Effectivement, alors moi depuis 2 ans je travaille sur du Microsoft et beaucoup de Microsoft. Et là j'ai attaqué une formation de développeur. Alors je vous vois venir Dimitri, pourquoi tu attaques une formation de développeur alors que tu fais déjà de l'IA et du no-code? Low-code pour le coup. Parce qu'en fait, la promesse de l'IA et du no-code, que de rendre ça accessible à tous, elle n'est pas encore vraiment tenue. Et on est très vite dépendant de plein de services sur lesquels on n'a pas la main. Convertir un PDF, faire une facture X, faire appel à de l'IA. Donc en fait, si on veut le faire en no-code, on peut y arriver, mais on va devoir payer un service à OpenAI, un service à des juristes, etc., qui vont faire les choses pour nous. Donc on va y arriver, on va arriver à faire du no-code et du low-code et à bosser, sauf que on est dépendant d'outils qui sont tiers. Alors qu'en développement, en les développant nous-mêmes, ces options, on peut être autonome sur tout plein de sujets qui auraient nécessité qu'on fasse appel à des API externes et qu'on paye quelque chose en plus. Sachant que moi, du coup, je peux aussi proposer des solutions comme ça à mes propres clients. Si je développe un code pour faire de la facture X et pour envoyer, pourquoi pas, les enregistrements sur le logiciel de l'État, c'est des choses que je vais pouvoir aussi proposer. Je le ferai d'abord pour moi parce que j'en ai directement besoin, mais je le ferai aussi potentiellement pour les autres. Donc le fait de développer va me permettre un petit peu de me retirer les menottes sur les limitations que des services tiers facturent à un prix qu'ils estiment juste. Puis après, il ne faut juste pas oublier que je suis un geek. Donc le fait de faire du code, le fait de programmer, c'est super trippant en fait, tout simplement. Moi j'ai fait du VBA pendant une dizaine d'années, donc je pars pas de zéro en code, loin de là. J'ai même plutôt sûrement un niveau correct, alors je suis pas un expert, loin de là. J'ai un niveau entre débutant et intermédiaire en codage. Quelque chose dans cette zone-là. Et donc j'ai fait du VBA, donc du coup je me forme en Python. Et le Python, c'est magnifique. Ce langage de programmation, il est magnifique. Il est facile à écrire, tout intégré, facile à interroger. C'est vraiment un plaisir, quoi. Comparé à VBA où il y avait de la syntaxe à respecter, il y a de la syntaxe à respecter, beaucoup de choses à connaître pour que ça fonctionne correctement. En Python, on est libéré de toutes ces chaînes-là. Franchement, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de points, virgule, etc. sauf dans les fonctions et tout. Bref, c'est bien fait. C'est un code qui est épuré, c'est un code qui marche fort. Sachant qu'en plus, donc, moi, j'utilise dans VS Code, donc dans Visual Studio Code, et qu'en fait, j'ai GitHub Copilot à côté. Et GitHub Copilot, pour développer,
Alors avec du Python ou n'importe quel autre langage d'ailleurs. Mais en fait, il lit dans notre esprit. C'est complètement dingue. On écrit du code, on avance dans la programmation de ce qu'on estime juste. Et en fait, il anticipe les lignes qu'on va écrire. Et la plupart du temps, il anticipe bien. Du coup, quand on a un petit background de programmation, qu'on découvre le Python pour la première fois, qui est un langage quand même qui est assez extraordinaire, et qu'en plus on a GitHub Copilot qui nous aide à développer, et bien très vite, on arrive à développer un petit logiciel. Quoi. J'ai eu le cas, un petit challenge que je me suis posé, j'ai une connaissance qui devait scraper des sites internet. Donc l'idée c'est je mets un site internet dans mon navigateur, j'appuie sur rechercher et ça me donne toutes les métadonnées, l'URL du site, la description, les mots-clés. Et bien le logiciel, j'ai été capable de le faire en l'espace de 30 minutes avec quelque chose localement sur mon PC qui fonctionne, avec de l'appel d'API, etc. Enfin un truc fou quoi, je pensais qu'il me faudrait potentiellement 3-4 jours. Si on m'avait dit ça il y a un an, il me faut un logiciel comme ça, j'aurais dit en développement pur et dur il va me falloir 4 jours. Et là, en fait, non, en une demi-heure, entre mes propres connaissances en programmation, le langage Python qui est cool, GitHub Copilot, ça tombe, c'est magnifique. Donc, votre humble serviteur se forme en ce moment sur du développement pur avec l'idée de pouvoir créer des applications que je vais pouvoir appeler avec Power Apps ou avec Power Automate. Tout ça, l'idée, c'est de vraiment faire un tout cohérent et de casser les barrières de ce qui n'est pas possible de faire avec Power Apps et Power Automate. Donc ça, c'est la première chose vraiment que j'adore faire. Au niveau infidélité à Microsoft, alors il y a d'autres choses qui n'ont pas démarré, mais sur lesquelles je vais me former bientôt. Je vais faire une formation PowerShell. Parce qu'en fait, pourquoi PowerShell? Sachant que c'est une technologie qui est très largement déployée. Parce qu'en fait, très souvent, on a besoin d'interagir avec les serveurs SharePoint, avec les serveurs Power Apps pour faire des opérations. Et moi, à chaque fois que je touche du PowerShell, j'ai l'impression que mon PC va exploser, que je vais faire une grosse connerie, que je vais tout planter, ce qui me stresse un peu. Et de fait, je veux plus stresser avec ce sujet de PowerShell. Je veux pouvoir aller dans mon logiciel de programmation, d'administration et pouvoir manager mon PC et mes serveurs correctement. Donc je me forme PowerShell à la fin du mois pour être complètement autonome sur la techno. Donc, deuxième truc, donc pour le coup c'est pas commencé mais je sais que je vais adorer. Et le petit dernier, infidélité à Power BI. Alors j'aurais dû commencer cette semaine mais finalement tout s'est pas passé exactement comme prévu. Mais je vais travailler sur Tableau. Tableau pour un client qui n'a pas le droit d'utiliser Power BI, tout simplement. Parce que moi je lui ai dit Power BI ça va être trop bien, donc branche Power BI, tu fais un peu de Power Apps, un peu de SharePoint, tu actives Power BI et ça va très bien marcher. Non, on n'a pas le droit, il faut utiliser Tableau. Ok, donc on va utiliser Tableau. Alors, sur Tableau on galère, mais pas pour les mêmes raisons que sur Power BI. Alors déjà il faut avoir la bonne licence, il faut avoir le bon niveau de compte. Il faut que les données soient correctement récupérées. Et récupérer des données de SharePoint avec Tableau, c'est loin d'être aussi facile que quand on fait avec Power BI. Et seulement quand on a récupéré ces données, qu'on a le bon compte, on accède enfin à un espace en ligne qui permet de faire des rapports. Et pour l'instant, je suis encore bloqué là. Alors j'ai du coup mangé toute une série de tutos qui expliquent comment Tableau est fait, comment on fait de la visualisation. Il y a beaucoup de choses qui ont la même philosophie que Power BI, mais qui dans la pratique ne se font pas de la même manière. Donc il va y avoir un petit peu d'adaptation à avoir de ma part pour réussir à faire le truc. Après, en soi, Tableau a l'air d'être un très très beau logiciel, très bien fait, qui donne accès à de bons visuels. Donc j'ai hâte effectivement de passer maintenant à la pratique et à vraiment développer les tableaux, les dashboards sur ce logiciel-là, puis voir si c'est aussi puissant que Power BI. Donc ça me permettra d'avoir un recul sur les deux technos. Et donc voilà, je suis super enthousiaste. Il y a plein de nouvelles choses là que je vais faire sur le mois de février et un petit peu sur le mois de mars. Est-ce que tu as un message à partager à ta communauté? Message à la communauté, si vous l'avez raté, peut-être que vous l'avez raté, les lives ont repris. Donc j'ai refait un live Power Apps il y a une semaine au moment où je tourne la vidéo pile poil. On a fait un live sur Power Apps dans lequel j'ai montré comment fonctionnaient les composants. Et ce qui était cool comparé à il y a 1 an et demi, je crois, la dernière fois que j'en ai fait un, c'est qu'on était entre 6 et 9. Alors, ça paraît pas beaucoup, 6 et 9, mais il y a 1 an, on n'était que 3. Donc clairement, il y avait plus de gens qui étaient là durant le live avec 2 personnes qui ont interagi, donc ça permet effectivement d'avoir une session qui est plus vivante, de faire du ping-pong et du retour. Ce mois-ci, donc dans 2 semaines, au moment où je tourne la vidéo dans 2 semaines, nouveau live bien sûr, et là on va le faire sur Power BI, on va revenir un petit peu aux bases. Donc on va récupérer de la donnée, on va retraiter de la donnée avec Power Query, on va remettre ça en jeu de modèle de données, on va refaire du visuel.
Donc on va faire un petit tuto de A à Z sur Power BI très tranquillement, dans lequel vous êtes bien sûr invité à venir et à interagir avec moi sur Power BI ou d'autres sujets qui vous intéresseraient plus, pourquoi pas. Il ne faut pas hésiter à le dire en commentaire de manière à ce que j'adapte la session à vous et à vos besoins, comme je le dis. Hein. Je fais toujours un fil rouge, et l'objectif c'est que vous puissiez me couper pour me demander ce que vous voulez. Si je suis sur Power BI et que vous avez besoin de Power Automate, il ne faut pas hésiter, on prendra le temps à ce moment-là de vous faire ces sessions. Donc voilà, Power BI ce mois-ci. Le podcast, c'est le deuxième dans ce format. Surtout, il faut me dire si ça vous va, si vous êtes content du contenu. Ça, c'est clé pour savoir si on continue sur ce format, si je fais plus court, plus long, si on veut faire de l'interview, pourquoi pas, quelque chose d'interactif à plusieurs, c'est des choses qu'on peut faire. Mais voilà, surtout les retours de la communauté sont super importants, donc continuez à en faire. C'est vraiment essentiel pour que Cybermatic demeure une chaîne qui vous intéresse. Je crois que c'est l'heure de ma question. Non, il y a autre chose avant. Il y a autre chose avant la question de Clémence. Petite annonce, tranquillement, on va quand même la glisser. Votre voix off, Clémence, vient de créer sa propre chaîne YouTube. Sois pas timide. Tu as le droit d'en parler. Alors, Clémence, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta chaîne? Pourquoi? Pourquoi YouTube? Pourquoi YouTube? Parce que Instagram, on n'a pas assez de temps pour discuter des sujets dont je veux vous parler. Tu parles du format qui est trop court? Le format est trop court, oui. Donc, alors oui, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je pensais pas en parler aujourd'hui, mais monsieur... Monsieur m'a lancé. Donc oui, vous avez été nombreux à dire que vous vouliez me voir dans les commentaires des podcasts précédents. Alors vous me verrez le mois prochain. En effet, j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'attends encore un peu de mettre du contenu pour vous en parler plus. Mon but étant de simplifier la tech pour un plus grand nombre, que ce soit... du salarié ou de l'entrepreneur. Alors ma cible est plutôt un peu entrepreneur, solopreneur, dirigeant de TPE, PME. Dimitri aime bien travailler avec les grands groupes. Moi j'aime bien plutôt les petites boîtes, avoir du contact individuel. C'est important aussi. Voilà, donc en effet j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai lancé une communauté, j'y travaille encore un peu, je développe un peu tout ça et je vous présenterai tout ça le prochain podcast. Elle m'avait demandé de ne pas en parler. C'est vrai. Elle m'avait demandé de ne pas en parler. Donc les plus vaillants d'entre vous arriveront à aller sur YouTube, à chercher, à trouver la chaîne, j'en n'en doute pas. Non, par contre, je ne donne pas le lien à la chaîne. Ça, c'est ce qu'on avait convenu, effectivement. Clémence veut du temps pour mettre plus de contenu sur la chaîne, avoir le temps de fine-tuner sa communauté, etc. Et ce que je comprends, c'est super stressant quand on démarre. Donc je ne balancerai pas l'URL de cette chaîne YouTube dans ce podcast. Même sous la torture. Même sous la torture. Le mois prochain, oui. Cette fois-ci, ce sera le bon moment. Donc ça fait tic-tac pour Clémence. Ça veut dire que d'ici un mois, il faudra qu'il y ait du contenu dessus. Et là, pour le coup, ce sera le moment d'envoyer le lien vers sa chaîne sur lequel vous pourrez vous régaler de contenus qui ne sont pas que Microsoft. Hein. Avec Clémence, ça ne traite pas que du Microsoft, loin de là. Hein. Alors pour le coup, elle ne l'a pas dit. Mais elle va parler création de site web, des fois un peu de business, méthode de paiement, voilà, des trucs qui sont à côté de Microsoft, même si elle en fera aussi. Tic-tac, merci. Tic-tac. Alors, la question secrète. La question secrète. Va-t-elle trouver? Va-t-elle m'arranger? Jamais. Jamais. Le but d'une question secrète, ce n'est pas de t'arranger. Le but d'une question secrète, c'est de te surprendre et de te sortir de ta zone de confort. Alors, la question secrète du jour est... Si demain, tu ne pouvais plus rester entrepreneur, que tu devais être salarié et que tu devais choisir un seul logiciel, sur lequel voudrais-tu travailler? Je vais faire une Steve Jobs, je vais beaucoup réfléchir avant de répondre à cette question. Alors, si et quand je ne suis plus salarié, sur quel logiciel je me spécialise? Ça, c'est un crève-cœur. Un crève-cœur. Si je dois choisir, ce serait Power Apps en fait. Alors, c'est un crève-cœur, mais pas tant que ça. Je pense que ceux qui me connaissent auront pressenti la réponse. Alors déjà, je me projette pas du tout à devenir salarié, il faut le savoir. J'aime ce que je fais, j'aime comment je le fais, j'aime la liberté de le faire seul.
Vous remarquerez que je parle même pas d'argent, hein, pour le coup, quand je dis ça. Je parle pas d'argent, c'est pas une question que d'argent, parce qu'il faut pas non plus être hypocrite, hein. Quand on travaille nous-mêmes, on a plus de latitude à fixer comme on veut, à fixer le cap. C'est plus facile que quand on est salarié et qu'on a un salaire fixe. Voilà, on a plus de latitude. Mais je parle pas d'argent, c'est pas ça la première, c'est pas ça la première motivation. La première motivation à être en solo plutôt que salarié, c'est j'ai pas de chef. Et pour avoir eu un chef pendant une quinzaine d'années, j'en ai eu plein des chefs d'ailleurs, je n'ai pas eu qu'un. Il y en a avec qui ça se passe bien, d'autres avec qui ça se passe pas, on choisit pas vraiment son chef. Et surtout, les contraintes, même pour un chef avec qui on bosse bien, quelquefois il va avoir des contraintes qui va répercuter et on va nécessairement des fois faire des choses qu'on n'aime pas, même pour quelqu'un qu'on apprécie. Bon, ceci dit, quand on est en freelance, il y a plein de trucs qu'on n'aime pas faire qu'on fait quand même, hein, quand on parle de compta, etc. Voilà, clairement. Alors là, tu parles de salariat et d'entreprise. Moi, je te parle, quel logiciel te fait kiffer et lequel tu choisirais parmi tous ceux que tu utilises? Je sais, mais ça fait partie de la réponse. Ça fait partie de la réponse, en fait. Quand j'étais salarié, j'avais déjà la faculté de travailler sur tous les outils. Pourtant, j'étais en sécurité, hein. Donc pour faire de la Power BI et de la Power Apps en sécurité, on pourrait dire qu'il faut se lever de bonne heure. Si, on y arrive. On n'a pas la main sur tout, mais on y arrive. Par contre, maintenant, avec l'expérience que j'ai sur les produits Microsoft, clairement, je ne repostulerai pas à un poste de responsable sécurité. Je vais quand même plutôt me diriger vers des métiers de la tech parce que je m'éclate plus en ce moment. Et du coup, sur ce panel d'outils, est-ce qu'on se spécialise ou est-ce qu'on ne se spécialise pas? Et c'est là que je ne sais pas trop répondre. En solo, je sais que je peux ne pas trop me spécialiser et que globalement, ça va fonctionner. Mais en salariat, quand je parle à des interlocuteurs qui sont salariés, il y en a beaucoup qui sont spécialisés en fait. Ils n'ont pas le choix que de travailler sur Power BI, Power Apps ou sur de l'IA, quoi. On les a un peu mis dans des boîtes. Et du coup, c'est le risque. Si je reste dans la tech, que je repars salarié dans la tech, il y a quand même un gros risque qu'on mette une étiquette Power Apps sur le front ou Power BI sur le front. Donc la première raison pour laquelle je ne veux pas redevenir salarié, c'est pour ne pas avoir à choisir. Et là, une fois que j'ai dit ça, je suis un bon Normand. J'ai même pas répondu à la question. Je sais. Par contre, si vraiment j'ai pas le choix demain, qu'on me met le couteau sous la gorge, que je dois reprendre le salariat, que je dois vendre au cybermatique, non, je me spécialiserai sur Power Apps. C'est Power Apps qui me fera le plus triper. Pourquoi? C'est un jouet qui n'a pas de limite. Tu peux tout construire de A à Z. C'est trop bien. Le fait de créer son architecture, des tables, de tout devoir lier correctement, même avant même de construire le cahier des charges, quand tu vas voir quelqu'un et que tu lui demandes ce dont il a besoin, tu poses 10 000 questions, tu le bombardes de questions, et la personne qui était en face de toi se rend compte que son besoin n'était même pas celui qu'elle avait imaginé à l'origine. Donc tu vas la bombarder de questions pour vraiment faire émerger ce qui fait que le process est un peu pénible aujourd'hui. Et seulement quand tu as ce cahier des charges, là tu te projettes dans la réalisation et tu te rends compte que tu as 10 000 options. Tu peux faire du SharePoint, du Dataverse, tu peux faire un POC sur Excel si tu en as envie. Et là tu crées ta base de données, tu fais tes colonnes, tes petits trucs, tu vas sur Power Apps. Et là, en fonction du besoin, tu vas faire soit une interface qui est toute simple, ou alors tu vas partir dans un gros délire à mettre des pop-up partout avec des headers, des sidebars, et tu as le choix de comment tu vas le faire. Et après, tu parles, une fois que tu as créé toute ton interface, tu arrives sur ces sujets de performance de l'application. Elle peut être très belle, ton app, si elle n'est pas performante, ça ne va pas. Donc, boum, tu repasses sur une couche de dev où tu vas optimiser tout ça. Tu vas remettre des automates dedans. Tu vas galérer à déployer ça sur des environnements. Tu te poses 10 milliards de questions avec ces logiciels. Et en fait, on a vraiment la capacité à construire un truc de A à Z avec très peu d'efforts de développement. Et déjà, quand j'étais salarié, quand je travaillais en VBA Excel, j'adorais quand on venait me voir en me disant « Dimitri, j'ai besoin d'un petit système pour faire ça ». Donc déjà, quand j'étais salarié VBA, j'adorais faire des petits systèmes. Mais depuis que Power Apps est arrivé, c'est devenu un pur délire, un pur plaisir. Donc si vraiment, je dois vous quitter en tant que Cybermatic Man, vous me retrouvez probablement quelque part en tant que citizen developer de Power Apps. Très probablement. Merci pour ta réponse.
Merci beaucoup. Je pense qu'on clôture ce podcast ici. Ouais, alors question moins piégeuse que le mois dernier, donc ça va, elle était cool. Ma réponse a été très très longue, mais en tout cas la question était moins piégeuse. Oui, j'avais beaucoup amusé à découper tes shorts. Exactement. Écoutez, voilà pour ce podcast du mois de février. On se donne rendez-vous le mois prochain pour faire le point un peu sur le mois de février, le mois de mars. Dites-moi ce que vous pensez de ce contenu. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit des trucs qui sont complètement, de votre point de vue, faux ou erronés? Clairement, j'ai dit pas mal de choses à mon avis qui pourraient faire réagir. Quand j'ai parlé d'IA, mon petit coup de gueule sur le fait que l'IA, j'en ai un peu marre. Quand j'ai parlé un peu éthique du business entre les gens, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Et franchement, j'ai besoin aussi de ces retours-là pour moi me faire mon avis sur la question. Donc n'hésitez pas à réagir. Clairement, c'est pour ça que je fais ce type de format vidéo. Donc merci en tout cas de l'avoir suivi. On se dit au mois prochain. Vous me verrez dans d'autres tutos ce mois-ci sur Power Apps, Power Automate. Et on se voit en live sur Power BI très vite. Ciao Cybermatique. Ciao.